On imagine que c'est difficile à l'époque. Aujourd'hui, Mers Kbir est bien utilisé par la marine algérienne, parce que ça reste quand même disproportionné, y compris avec la nouvelle dimension de la marine d'aujourd'hui. Je crois qu'elle reste surdimensionnée. Maintenant, comment elle est, je ne sais pas. Parce que... Vous dites le président Bouteflika. Le président Boumedienne a toujours refusé de la laisser être utilisée par notre allié stratégique de l'époque, l'Union soviétique. Oui, Est-ce que vous pensez que c'était peut-être pas un peu dommage, parce que après tout, on était souverain, on pouvait décider de... Le président Boumedienne était très chatouilleux sur les questions d'indépendance du pays, sur les questions de souveraineté. Il n'admettait absolument pas qu'il y ait une base étrangère en Algérie. Que ce soit des Français ou nos alliés stratégiques de l'époque, les Russes. Les Russes ont tout fait pour avoir ne serait-ce que des facilités épisodiques de mouillage à Mers el-Kébir. Il a toujours refusé. Mais c'est vous qui amenez le sujet, il refusait, mais on a un peu le sentiment quand même que le départ anticipé des Français de Mers el-Kébir a conduit à un séjour plus prolongé à B2 Namous, Oued Namous, qui était une base d'expérimentation chimique et bactériologique. Et on apprend, grâce à votre livre, c'est quand même assez sensationnel, que les Français n'ont abandonné complètement cette base-là qu'en 1986, après votre arrivée au secrétariat général de l'ANP, donc très tardivement. Le président Boumedienne avait fait un échange de bons procédés avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait bien voulu évacuer la base navale de Mers el-Kébir à 21, mais on y tenait beaucoup parce que c'était un chancre en territoire national sur le plan symbolique. C'était très important cette évacuation. Vous rappelez que les Oraniens pour aller à Bousfeb passaient par une zone qui est contrôlée encore par les Français. Exactement. C'était quelque chose d'insupportable pour nous et encore plus pour le président Boumedienne. Donc, en échange de bons procédés, il avait accepté de laisser les Français procéder à des expérimentations d'armes bactériologiques et chimiques en plein sud, dans des espaces... Oui, mais là, on est en 68 et ça dure jusqu'à 86. Hein. Ça dure jusqu'à 86. En fait, les Français ont commencé à démanteler leurs installations techniques à partir de 74. Et par la suite, il y a eu une présence de scientifiques in situ, mais de manière très épisodique. D'accord. Ils venaient certainement pour prendre des mesures et contrôler le résultat des essais bactériologiques et chimiques. Alors, ce qu'on apprend dans votre livre, et je crois que là aussi c'est peut-être la première fois qu'un officier algérien le dit comme ça, c'est une forme de niveau d'impréparation de l'armée algérienne au moment de la tension et ensuite du conflit avec le Maroc suite à la décision du roi Hassan II de s'emparer du Sahara occidental. Il y a toujours une mythologie et un reproche fait par une partie de l'opposition qui disait que Boumedienne aurait dû à ce moment-là lui aussi s'emparer d'une partie du Sahara occidental pour créer un rapport de force et éviter que le Maroc mette la main dessus. Mais en lisant votre livre, on se rend compte qu'en fait l'ANP n'avait pas les moyens de le faire. Il faut voir un peu la conception de Boumedienne concernant l'armée. Pour lui, l'Algérie, comme tous les pays en voie de développement, devait utiliser leurs maigres ressources pour le développement. Or, une armée, quel que soit le pays, est budgétivore. Et il ne voulait absolument pas que notre armée prenne la part de budget qui revenait soit à l'éducation, à laquelle il tenait beaucoup, à la santé et surtout aux investissements à l'industrialisation du pays. Donc il voulait une armée un minimum pour ne pas gréver le budget de l'État. Ça, c'est un élément doctrinaire de l'époque boumedienne qui n'est pas assez souligné. Hein. On ne le rappelle pas suffisamment depuis. Hein. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela qu'il va faire l'effort d'une normalisation avec le Maroc en essayant d'avoir un accord frontalier et une politique de détente. Absolument. C'est dans ce cadre. Et ce raisonnement qui tenait pour l'Algérie, il le pensait aussi pour le Maroc. Le Maroc n'avait pas à lui aussi se lancer dans des dépenses militaires pour affronter son voisin. Si on préconisait une politique de bonne entente entre le Maroc et l'Algérie, cela permettrait d'économiser toutes ces sommes qui partaient vers les armées.
C'est une leçon qui, je trouve, d'une extraordinaire actualité aujourd'hui. Alors, tout de même, vous lancez des saillies dans cette partie de votre long récit, dans les arcanes du pouvoir, mémoire 1962-1999 aux éditions Balzac. Vous dites, quand le roi du Maroc avait changé d'attitude après les accords d'Ifrane et leur consolidation, la sécurité militaire algérienne n'avait pas vu venir des défaillances, notamment celle du président mauritanien Ould Daddah, qui avait été porté à bout de bras par la diplomatie algérienne. Et de ce point de vue-là, il y a quand même un échec, puisqu'on a l'accord de Madrid qui dépassait le Sahara occidental, on l'a pris dans la figure. Oui, c'était peut-être difficile de prévoir cette défaillance c'est pas ce que vous dites dans le livre. Vous dites quand même que c'était quelque chose qui aurait dû être détecté. Mais ils l'ont pas vu venir. Ils l'ont pas vu venir. Bon. Dans cette défection, la France a joué un grand rôle. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu prévoir tout cela? C'était difficile. Mais le fait est qu'on n'a pas vu venir cette défaillance. Alors, j'ai retenu dans votre livre un moment qu'on sent plein d'émotions, c'est votre dernière rencontre avec le président Bouteflika. Pardon, encore une fois, le président Boumedienne. Bouteflika est resté tellement longtemps que maintenant c'est devenu automatique. Alors, avec le président Boumedienne, c'était en juillet 1978. Vous faites une sortie en mer au large de Mers el-Kbir et les cheveux au vent sur le vaisseau amiral. Vous êtes déjà commandant de la marine, hein? Oui. Vous êtes commandant de la marine. Tout à fait. Il parle des projets d'avenir. Il est en bonne santé. Oui. Oui, nous avons passé pratiquement toute la journée ensemble. Il était venu tôt le matin. Et nous sommes sortis en mer, une mer assez agitée. D'ailleurs, il était le seul à tenir le coup, hein. Peut-être parce qu'il était entraîné après sa traversée avec le Dina. Le Dina. Mais le fait est qu'il n'avait pas le mal de mer, hein. Donc nous avons passé toute la journée à la passerelle avec lui, pratiquement, souvent en tête à tête. Et il était en pleine forme, en pleine santé. Et là, vous dites, il parle des projets. Il y en a qui lui ont prêté des projets de grands chamboulements après sa mort, évidemment, les gens en parlaient. Vous dites qu'il allait rester quand même dans une forme de continuité, même si peut-être il allait changer des choses. Vous n'avez pas senti chez lui? À ma connaissance, il n'avait pas de projet de chamboulement. Il pensait que les mesures qui avaient été prises, notamment pour ce qui concernait la révolution agraire et la révolution industrielle, les investissements industriels, c'était la bonne voie. Même la révolution agraire, hein, qui était très contestée à l'époque, mais que les bons résultats allaient venir. Donc il était assez optimiste. Il n'avait pas l'intention de changer quoi que ce soit. Quant au personnel, ça, je crois que le président n'était pas dans le caractère de Boumedienne de faire des confidences à quiconque sur le plan des personnes. C'était un homme extrêmement discret. Alors, là, évidemment, on comprend bien. Vous le racontez aussi cette période et devient une période particulièrement névralgique quand le président Boumedienne, encore une fois, tombe dans le coma. L'ANP est obligée de préparer la succession à un moment donné, et vous racontez dans votre livre le processus qui a amené au choix de Chadli Benjedid. Et vous dites, contrairement à ce qui s'est répété beaucoup, ce n'est pas le mécanisme du plus ancien officier au plus haut grade, mais c'est un mécanisme un peu plus politique. En fait, c'est pas l'armée qui a préparé l'avènement de Chadli à la tête du pays. Les choses se sont passées un peu d'elles-mêmes. Bon, l'intérim après la mort de Boumedienne a été assumé conformément à la Constitution par Sirab Habitat. Oui, ça c'est pour nous, les citoyens. En arrière-plan, vous, les militaires, vous aviez une autre proposition. Il y avait la coordination qu'assurait Chadli Benjedid à la tête du ministère de la Défense, et il y avait aussi un comité dans lequel il y avait Qazi Berbah, qui est... Non, il n'y avait pas de comité. C'était tout à fait informel. En fait, lorsque le président Boumedienne est tombé dans le coma, le Conseil de la Révolution s'est réuni en séance ouverte, et c'est le Conseil de la Révolution qui avait désigné Chadli Benjedid comme coordonnateur pour les affaires de défense et de sécurité. C'est à partir de là, c'est à partir de ce choix-là
que Chadli Ben Jedid s'est distingué par rapport aux autres membres du Conseil de la Révolution. Ouais. Et lorsque, au fil des jours, le problème de succession s'est posé, le nom de Chadli, qui était donc déjà distingué qui s'était déjà distingué auprès du Conseil de la Révolution, est revenu sur le tapis. Vous dites que vous faites partie des 3 personnes qui, parmi les premières, l'avaient un peu sondé sur sa volonté d'accepter tout à fait. La présidence. Mais c'était pas en qualité de comité. Nous étions chacun séparément, sans savoir ce que l'autre avait. C'était pas une prise de risque. Vous connaissez bien le président Chadli, qui était le commandant-chef de la 2e région militaire où se trouvait la base de Merzit Kbir. Donc vous l'avez côtoyé beaucoup en Oranie. Qu'est-ce qui pouvait fonder cette option, ce choix? Qu'est-ce qui pouvait fonder ce choix? On n'avait pas le choix, en fait. On n'avait aucun candidat. Il n'y avait ni civil ni militaire. Il n'y avait aucune personnalité politique qui émergeait du lot. Enfin, on peut vous rétorquer, dans le civil, même, bon, enfin, c'était un militaire, mais il y avait le colonel Yahyaoui, qui était à la tête des organisations de masse, enfin, du FLN, l'appareil du FLN, et dans le civil encore plus, il y avait Abdelaziz Bouteflika, qui prétendait, à ce moment-là, cette fois je me trompe pas, c'est bien de lui qu'il s'agit, qui prétendait à la présidence. Le sujet a été discuté d'une manière informelle, je tiens à le souligner, par les officiers supérieurs de l'époque. Bon, et leur sympathie, disons leur sympathie, allait plutôt vers Chadli. S'il y avait Mohamed Salah Yaoui et Abdelaziz Bouteflika qui pouvaient, à la rigueur, prétendre à la présidence, ils ne sont d'abord jamais portés comme candidats. Ils n'ont jamais exprimé ce désir de postuler à cette fonction-là. C'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez aussi. Oui, je sais aussi. Donc, à choisir, les officiers supérieurs avaient choisi Chadli. Alors, je passe les détails. Ils sont dans le livre, les 800 délégués de l'armée au congrès de la coupole. C'est assez spectaculaire, en effet. C'est difficile d'aller contre le point de vue de l'armée dans ce cas-là. Mais vous pensiez que Chadli allait faire un mandat et partir? Oui. Qu'est-ce qui vous a laissé penser ça? Il n'aimait pas le pouvoir, c'est vrai qu'il n'avait pas un penchant. Il n'était pas spécialement porté par le pouvoir, et puis on sentait que enfin, c'était un sentiment. J'avais le sentiment qu'il n'allait pas rester plus d'un mandat. Personnellement, je ne pensais pas. Alors, les années Bouteflika, les années Chadli Ben Jedid, vous allez quand même monter en grade, on va dire, vous allez occuper des fonctions de plus en plus importantes. Vous commandez la marine, vous arrivez au bureau politique du FLN. Donc vous êtes un peu un poste qui vous permet de côtoyer les autres problématiques, non seulement celles de l'armée, mais aussi celles de l'économie, du développement, que sais-je, la politique extérieure. Alors cette expérience-là vous amène à devenir secrétaire général du ministère de la Défense. Et moi, j'ai trouvé dans votre livre quand même certaines pistes. Par exemple, sur le service national, vous êtes déjà, pendant la période de 80-86, un peu précurseur. Vous considérez que c'est plutôt vers l'armée de professionnels qu'il faut s'orienter parce qu'il y avait une expérience. Vous faites le bilan d'ailleurs de cette expérience et vous dites que c'est plus possible de continuer comme ça avec le service national. Oui, je tiens à souligner que j'étais commandant de marine nationale du temps de Si Boumediene. Oui, ça on l'avait bien noté. Président Boumediene. Donc, lorsque, à la mort de Si Boumediene, la question s'était posée de savoir s'il fallait aller vers un congrès ou vers une conférence nationale pour désigner un successeur, bon, la décision avait été prise d'aller vers le congrès. À partir de là, le congrès s'est tenu. Et c'est tenu dans les conditions que je relate dans le livre. Et la question qui s'était posée avec beaucoup d'acuité à l'époque, c'était celle de savoir si les militaires allaient ou non entrer au comité central. D'abord, avant le bureau politique. Donc, le comité central. Après discussion assez approfondie, la décision avait été prise dans la logique d'un parti unique de faire entrer les officiers, un certain nombre d'officiers dans le comité central. Comme ça se faisait en URSS et ailleurs. Comme ça se faisait dans tous les pays socialistes où il y avait le parti unique.
Donc, les officiers ont été admis au comité central qualité. Moi, en tant que commandant de la marine, c'est en cette qualité que je suis rentré au comité central. Bon, par la suite. Vous dites d'ailleurs, c'est intéressant, dans votre livre, que Boumedienne avait une conception de l'armée, il la tenait à l'écart de la politique. Ça, c'est important, vous le dites. Absolument, absolument. Il n'a jamais fait participer l'armée à la prise de décision. Il est faux de prétendre que l'armée était au pouvoir. Le pouvoir, c'est la prise de décision politique. Or, l'armée n'a jamais participé à la prise de décision politique et le président Boumedienne tenait absolument à la tenir à l'écart. Oui. Même s'il en était le chef et qu'il était le principal décideur politique. Absolument. Le parti FLN aussi était à l'écart. Hein? Le FLN était ignoré. Une coquille vide, un appareil. Il s'appelait comme ça d'ailleurs. Il s'appelait comme ça. Un appareil sans âme. Il servait uniquement. Donc le pouvoir, on peut dire, il était entre les mains du Conseil de la Révolution et des technocrates? Non, il était aux mains. Le Conseil de la Révolution n'avait presque pas de prérogatives. C'était une instance formelle plus qu'autre chose. Le pouvoir était entre les mains du président Boumedienne qui s'appuyait sur les technocrates.